j'envisage les relations entre mathématiques et métaphysique. Et je dirais d'abord que, de manière un petit peu, enfin d'une façon qui pourrait sembler simpliste peut-être à certains, je dirais que la métaphysique se définit d'abord par ses objets d'étude, qui sont les grandes questions philosophiques, celles de l'ontologie, c'est-à-dire celles de l'être, essentiellement. Celles de l'être et, disons par extension, les questions de la vie, de la mort, de la conscience, de soi et de l'autre. Bon, voilà, c'est les grandes questions. Pour moi, la métaphysique, c'est d'abord et avant tout euh, la réflexion, la méditation sur ces questions qui sont souvent considérées comme tourmentant certains adolescents. Donc voilà, il y a une manière, en quelque sorte, tripale d'être métaphysicien, ou peut-être une manière naïve, et que je place personnellement très haut, c'est d'être anxieux de trouver des réponses aux questions fondamentales. Quel est le sens de l'existence? Qu'est-ce que c'est que ce mystère d'être conscient et d'être vivant, d'être mortel? Voilà, ce sont ces questions métaphysiques qui font la métaphysique. Enfin, elles ne suffisent pas à faire la métaphysique, mais c'en est la matière première, ces questions-là, les questions fondamentales. Bon. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je soutiens l'hypothèse de la mathématisabilité de toute théorie philosophique ou de type philosophique au sens large, et en particulier de toute théorie métaphysique. C'est à l'occasion du travail que j'ai fait avec Pierre-Michel Klein et qui s'est traduit par la sortie de ce livre, Chronon, j'ai réalisé qu'effectivement, enfin j'ai eu l'occasion finalement de formuler cette hypothèse. C'était pas si clair que ça pour moi avant, mais la rencontre avec Pierre-Michel Klein a été pour moi la rencontre notamment avec une théorie philosophique et avec ce défi qui a surgi au cours de nos conversations d'en proposer un modèle mathématique. Et très rapidement, pour moi, il est devenu clair que il fallait envisager une telle mathématisation d'une théorie philosophique comme la construction d'un modèle qui ne pouvait pas avoir prétention à l'exactitude, qui devait toujours être considéré comme quelque chose d'approximatif, susceptible d'être amélioré, etc. Au fond, c'est bien l'idée qu'on se fait d'un modèle mathématique dans d'autres domaines où on a davantage l'habitude de les rencontrer. Un modèle mathématique d'une réalité physique ou d'une théorie physique rendant compte de cette réalité, eh bien c'est une théorie mathématique qui ne prétend pas, qui ne peut pas prétendre exprimer de manière parfaite la réalité en question. Il y a toujours à critiquer, il y a toujours à améliorer, et c'est très important pour moi de souligner cet aspect d'approximation d'un modèle mathématique en même temps que de soutenir cette hypothèse que toute théorie philosophique est susceptible de recevoir non pas un, mais plusieurs modèles mathématiques. Bon. Alors, la troisième chose, c'est que je ferai une comparaison entre la métaphysique et la physique.
Je dirais qu'une théorie physique doit pouvoir être mesurée sous deux aspects assez différents et complémentaires, qui sont d'une part sa cohérence interne, et c'est là où la mathématisation d'une théorie physique joue un rôle fondamental. C'est parce qu'elle est exprimée sous forme mathématique que l'on peut envisager la cohérence interne d'une théorie physique. Et puis il y a un autre versant dans l'évaluation d'une théorie physique, c'est sa confrontation à l'expérience. Eh bien, s'agissant de la métaphysique, je dirais qu'il y a là aussi un aspect de cohérence interne dont une mathématisation, dont la proposition d'un modèle mathématique pour une telle théorie doit être de nature à rendre compte, doit nous aider à accéder à ce qui constitue la cohérence interne d'une théorie métaphysique, c'est-à-dire le fait de proposer un modèle mathématique pour, enfin un modèle mathématique ou plusieurs modèles mathématiques différents pour une théorie métaphysique, doit nous permettre d'en approfondir les concepts, d'envisager ces concepts d'une façon extrêmement précise et exigeante, mais qui doit nous permettre d'accéder finalement à ce qui constitue la cohérence interne de cette théorie. Et s'agissant du versant expérience, l'idée que je veux soutenir, c'est qu'en fait, ce qui pourrait constituer l'aspect expérimental d'une théorie métaphysique, c'est ce que j'appellerais l'expérience spirituelle. Et là, je ne savais pas que Pierre-Michel Klein allait parler de cette façon tout à l'heure, mais lorsqu'il a dit que la métaphysique est une méditation, eh bien, ça rejoint exactement ce que je suis en train de dire. C'est que, bien sûr, on peut avoir des critères de type universitaire pour considérer ce qui fait la validité dans son champ d'une théorie métaphysique. Il me semble que ça sera essentiellement sa cohérence interne, en fait. Et vouloir aller au-delà de ce critère de cohérence interne, s'agissant de la métaphysique, semble se heurter à la critique qui a été faite par Kant de la raison pure. Finalement, on va toujours être confronté à des apories, qu'on ne pourra pas trancher par l'exercice de la raison pure. Donc c'est une limite fondamentale pour la métaphysique qui se serait donc arrêtée avec Kant s'il avait vraiment eu raison de soutenir cela. Donc ce que je propose, ces différences, c'est que, outre le fait que depuis Kant les mathématiques ont aussi évolué et que donc il faut reprendre ne serait-ce que cet aspect, que ce versant de la cohérence interne différemment, parce qu'on dispose de nouveaux outils mathématiques que lui ne pouvait pas connaître, mais je soutiens donc qu'il y a un intérêt à revenir en quelque sorte aux premières amours du métaphysicien, c'est-à-dire l'angoisse existentielle qui le saisit lorsqu'adolescent il se confronte à ces questions. Celle de la vie, de la mort, de l'autre, etc. Et donc, qu'il y a quelque chose qui n'est pas on n'est pas dans la réfutabilité popérienne avec ce type d'expérience. Il ne s'agit pas non plus de pouvoir convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je dis juste que une théorie métaphysique peut être considérée comme l'occasion d'une méditation qui a une signification spirituelle, que j'emploie en un sens quand même très large, c'est-à-dire ce qui a du sens pour soi, et que donc cette expérience spirituelle
je ne veux pas discuter ici de sa subjectivité, de son universalité. Bon, je lance cette expression comme ça, d'expérience spirituelle. Mais je dis que cette expérience spirituelle, même si elle n'est pas de nature à permettre de trancher entre, elle n'est pas de nature à réfuter une théorie, mais elle est le cœur vivant, à mon avis, enfin, ce qui fait vraiment l'intérêt de ces développements intellectuels, c'est que ce ne sont pas que des élaborations intellectuelles, ce sont des occasions d'une expérience intérieure. Voilà. Et euh, c'est voilà, c'est le point de vue que je voudrais défendre. Alors, je vais donner un exemple très rapidement, parce que j'ai pu surveiller le temps pour chacun des autres intervenants. C'est un peu plus difficile à le faire pour soi-même, mais je vais quand même essayer de ne pas dépasser. Donc, je pense qu'il me reste environ 7 minutes. Bon, donc, je vais donner un exemple de ce que j'entends par là. S'agissant de la question de l'être, mais une question en quelque sorte concrète que chacun peut se poser pour lui-même. Qu'est-ce que cela signifie que je suis? Bon. Et eh bien, dans le cadre de mes travaux, j'ai repris récemment un texte que j'avais écrit il y a quelques années sur ce que j'appelle des relations multiples, qui sont simplement l'extension au cas d'un nombre quelconque, enfin fini ou infini, d'ensemble, de ce qui, dans le cas où il y a deux ensembles, est appelé des relations binaires. Donc, quand il y a deux ensembles, entre deux ensembles, on peut définir des relations binaires, hein, c'est une notion assez connue même en dehors des mathématiciens. Eh bien, lorsqu'on a une famille quelconque d'ensemble, on a des relations multiples, disons. Alors j'ai besoin de cette notion parce qu'elle joue un rôle fondamental dans la définition des interactions dans le cadre d'une théorie générale de l'interactivité que je développe depuis quelques années et qui est en jeu dans le livre qu'on a écrit avec Pierre-Michel Klein. Disons que ce que j'ai écrit dans le cadre de ce travail avec Pierre-Michel Klein est une illustration de ce que cette théorie générale de l'interactivité peut permettre d'envisager. Bon, donc, besoin des relations multiples. Alors, c'est pas très très compliqué, c'est amusant, c'est intéressant, ces relations multiples. Notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut les recoller les unes aux autres, disons, enfin les composer d'une certaine façon. Il y a une structure de ce qu'on appelle un monoïde sur l'ensemble de toutes les relations multiples impliquant un nombre quelconque de participants dans un contexte donné. Et donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais à un moment je me suis rendu compte que parmi les relations multiples intéressantes, il y avait pas uniquement celles qui impliquaient de plus en plus de participants, mais que c'était aussi intéressant d'aller voir du côté de ce qui se passe quand il y a peu de participants. Donc quand il n'y en a que deux, c'est les relations binaires. Quand il n'y en a qu'un, c'est les relations unaires, et donc qui en termes d'interaction correspondent à ce qu'on pourrait appeler l'interaction avec soi-même. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait aller encore plus loin, à savoir ce que j'ai appelé les relations vacuitaires, c'est-à-dire relations de personne avec personne. C'est un peu curieux, mais mathématiquement, ça existe. Ça correspond au fait que, de même qu'on peut faire le produit de plusieurs ensembles, hein, quand on dispose d'une famille d'ensembles, on peut en faire le produit cartésien. Eh bien, s'il n'y a plus personne, si on considère zéro ensemble, on peut faire le produit de la famille vide, et il se trouve que ce qu'on obtient est un ensemble non vide, et que ça a une conséquence. Je ne veux pas rentrer dans les détails, donc là je vous demande un peu de me croire sur parole, en quelque sorte, mais au bout du compte, il y a deux relations vacuitaires distinctes. Il y a
ce qu'on pourrait appeler la relation vacuitaire vide, dans laquelle rien n'est en relation avec rien, concernant personne. Et puis, il y a la relation vacuitaire pleine, dans laquelle il n'y a personne, si on peut dire, mais cette relation qui n'implique, quand je dis personne, c'est-à-dire qui n'implique aucun participant, c'est pas forcément des êtres humains, hein, ça peut être un atome, ça peut être une idée, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais que, lorsqu'il n'y a personne, il y a la possibilité, enfin il y a un élément là-dedans, dans le produit d'une famille vide, de sorte qu'il y a une relation vacuitaire pleine. Et je pense que une grande source de confusion intellectuelle, par exemple, peut-être on pourrait aussi en parler avec Henri Reynal, concernant, par exemple, notre réception occidentale du bouddhisme, dans la mesure où le bouddhisme, différemment que la physique quantique, hein, parle de vide, mais la physique quantique aussi parle de vide. Mais bon, on ne va pas plaquer trop rapidement ces différentes notions de vide les unes sur les autres. Mais en tout cas, s'agissant de la réception du bouddhisme, et Roger Paul Droit a écrit un bouquin très intéressant là-dessus, je pense qu'il y a une confusion fondamentale qui, par moment, risque de nous faire prendre pour relation vacuitaire vide, ce qui en fait est relation vacuitaire pleine. Et ça change tout. En fait, une relation vacuitaire pleine va entrer dans l'opération de recollement que j'évoquais trop rapidement tout à l'heure, va pouvoir se composer avec les autres relations multiples, et elle va être, vis-à-vis de ces autres relations multiples, en fait un élément neutre. En quelque sorte, la relation vacuitaire pleine, on pourrait dire, respecte, et dans une neutralité que je suggérerais quelque peu bienveillante, d'une certaine façon, dans une neutralité vis-à-vis de toute autre relation. Et cette neutralité évoque pour moi, dans la méditation métaphysique que je fais à l'occasion de la considération de cet objet très abstrait et un peu déroutant qu'est la relation vacuitaire pleine, eh bien, elle évoque quelque chose de l'ordre de l'être. De l'être en tant que l'être n'est pas remis en cause par quoi que ce soit qui puisse se passer. Donc c'est en quelque sorte ce qui est relativement indicible, très difficile à cerner, mais qui est comme constamment là et inchangé, quoi qu'il se passe, et qui serait de l'ordre de la manifestation. Donc de la même façon, si vous voulez, que quoi qu'il vous arrive dans l'existence, vous pouvez peut-être, tout le monde n'a pas le sentiment de connaître cela, mais certains en témoignent, connaître en soi une dimension qui est inchangée, quoi qu'il se passe dans l'existence. Bon, voilà. Et voilà, alors pour conclure, je voudrais souligner aussi que si mon hypothèse de la possibilité de proposer des modèles mathématiques pour toute théorie philosophique, et en particulier pour toute théorie métaphysique, si cette hypothèse, si cette hypothèse est juste, pour autant, les mathématiques et l'existence de tels modèles, enfin la construction de tels modèles, ne peut pas servir de preuve à la validité des théories métaphysiques dont ils sont les modèles. Ce ne sont pas des preuves. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de preuve d'une théorie métaphysique. Je pense qu'on ne peut pas prouver une théorie métaphysique. Je pense que les différentes théories métaphysiques qui peuvent s'opposer les unes aux autres
resteront toujours en débat. Je ne pense pas qu'il y ait de preuves définitives. Et en tout cas, le fait qu'une théorie puisse recevoir un modèle mathématique ne constitue pas, à mon sens, une preuve de la validité de cette théorie. Et j'insiste là-dessus parce que je pense que il y a un risque de quiproquo dans les relations entre mathématiciens, métaphysiciens et autres. Hein. Moi, je travaille aussi avec des psychanalystes et je vois cette confusion parfois à l'œuvre, c'est-à-dire, tu proposes un discours mathématique pour soutenir ma théorie psychanalytique, donc merci, je vais publier ça et il y aura donc grâce à toi la preuve mathématique de la validité de ma théorie psychanalytique. Non, ça ne marche pas. Ce ne sont pas des preuves. Hein. C'est une matière qui donne à penser. Alors je voudrais aussi souligner que les mathématiques ont un atout extraordinaire que les autres disciplines, je pense, n'ont pas. Je ne pense pas que la philosophie dispose de cet atout-là. Je ne pense pas que la psychanalyse dispose de cet atout-là. Je ne pense pas que la physique dispose de cet atout-là, mais je n'ai pas dit lequel encore. C'est la possibilité de découvrir par soi-même nos propres erreurs. C'est une expérience quotidienne du mathématicien, en tout cas pour moi en tant que mathématicien c'est une expérience quotidienne, de voir que je fais des erreurs, de rencontrer mes propres erreurs. Je pense que c'est beaucoup plus difficile quand on fait de la métaphysique ou de réaliser qu'on est dans l'erreur. La notion même d'erreur d'ailleurs n'est pas évidente, mais justement inviter les mathématiques dans l'élaboration métaphysique, c'est peut-être aussi acquérir un petit peu de cette possibilité de remettre soi-même en question ce qu'on est en train de faire à certains moments, parce que, en tout cas sur le versant de la cohérence interne, on va se rendre compte que là, il y a quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas très bien, qu'il vaut mieux envisager les choses de manière un peu différente. Et enfin, même si c'est extrêmement difficile, parce que finalement cette rencontre d'aujourd'hui, elle est initiée par presque un cri de la part d'Arturo, qui est de dire, quand il parle de ce qui était au tableau, et de dire mais j'y comprends rien. Donc je vois bien que ça peut être un atout que de maîtriser un minimum les mathématiques. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour se rencontrer davantage entre métaphysiciens et mathématiciens? Et tu fais référence à Badiou, qui, dont les textes soulèvent effectivement un certain nombre de problèmes. Mais même si c'est pas facile, j'ai envie de conclure par une invitation, même modeste, mais sérieuse, à la pratique des mathématiques. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux là. Après, concrètement, peut-être que ça peut être des collaborations. Dans le cas de Badiou, comme Lacan avait ses mathématiciens, Badiou a ses mathématiciens, et ce qui lui permet de ne pas dire que des bêtises. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Et ça donne... C'est très difficile parce qu'au bout du compte, si on prend Logique des mondes, c'est, à part les fanatiques qui n'ont pas besoin de lire pour être d'accord, ça ne peut convaincre ni le mathématicien qui ne retrouve pas ces mathématiques. En l'occurrence, derrière ce bouquin, c'est des topos, mais on les retrouve pas. Et ni le philosophe qui ne va pas pouvoir entrer vraiment dans la matière. Bon, donc les maths jouent aussi à ce moment-là un autre rôle qui est plus d'ordre rhétorique, etc. Voilà. Donc je conclus là-dessus sur une invitation à pratiquer les maths. Voilà.